tous. Écoutez, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Le thème de notre intervention, ça va être de vous donner les clés pour trouver des nouvelles missions et surtout choisir les bons clients. Voilà. On va commencer par se présenter. Je suis Vanessa, je travaille chez Little Big Connection en tant que senior account manager. Donc mon travail aujourd'hui, c'est de développer commercialement la région du Nord-Ouest, que ce soit sur Nantes, Niort, Le Mans et tout ce qui nous permet d'être dans le Nord-Ouest. Et du coup, pour moi, Antoine, je fais à peu près la même chose que Vanessa aussi, avec un focus tout spécifique sur Nantes et sur Rennes, ce qui sera intéressant pour aujourd'hui. Donc notre présentation aujourd'hui, elle va se décomposer en deux grandes parties. D'abord, on va essayer de vous donner des tips et les clés sur comment se préparer au mieux pour ensuite, après avoir abordé ça, parler de comment trouver sa mission. Voilà. Ce qu'on vous propose de faire, c'est donc on va dérouler une présentation et si vous voulez, on pourra passer à un moment de questions-réponses à la fin. Ok ? Parfait. Du coup, étape 1, se préparer. Ça va être hyper important pour vous, avant de chercher des missions et de se précipiter un petit peu sur le marché, savoir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de possibilités entre l'intervention sur site à temps plein, l'intervention hybride avec tous les télétravail ou l'intervention en full télétravail. Donc ça, c'est un premier modèle. Après, il y a également les déplacements qui peuvent être prévus. Est-ce que vous cherchez une mission qui va être sur Nantes, qui va être à Nantes centre ou en périphérie de Nantes aussi, ou alors est-ce que vous êtes prêt à faire des déplacements hebdomadaires dans d'autres villes, par exemple Rennes ou Niort, où il peut y avoir des clients aussi intéressants et des missions assez challengeantes. Le deuxième point, ça va être également au niveau du temps d'intervention. Je sais que quand on est freelance, on peut avoir une activité soit à temps plein, soit à temps partiel, qui va être soit divisée avec plusieurs clients, ou alors simplement avoir une vie de famille par exemple. Donc ça, c'est aussi une question à se poser. Est-ce qu'on fera en 4/5e, en 5/5e, ou carrément en 2/5e. La durée de la mission, est-ce que vous voulez chercher une mission avec un engagement sur long terme? Donc ça veut dire quand même être prêt à se projeter avec votre client sur 2 ans, sur 3 ans, jusqu'aux limites légales. Ou est-ce qu'au contraire vous cherchez des missions et interventions de courte durée qui vont être sur 3 à 6 mois. Donc ça va aussi être assez important. Et enfin, la dernière chose, c'est le type de mission que vous recherchez au-delà de votre secteur d'activité. Vous allez voir que vous avez des missions qui sont des missions entre guillemets pompiers, où il y aura des challenges, et donc ça veut dire beaucoup d'intérêt, mais peut-être aussi quelques sacrifices avec des journées qui vont finir tard. Ou à l'inverse, est-ce que vous recherchez une mission qui est intéressante, mais où derrière vous savez qu'à la fin de la journée, voilà, à telle heure vous aurez fini, et vous pourrez jongler entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Une fois que vous avez pris ce point-là, la deuxième chose qui est très importante, c'est de bien préparer son dossier de compétences. Dans le monde du conseil et surtout dans la prestation externe, on ne vend pas de l'humain, on vend de la compétence, vos expertises. Donc il y a une petite nuance à avoir. On ne parle pas de CV, mais on parle bien d'un dossier de compétences. Le but, c'est que ce soit votre site vitrine un petit peu, donc il doit être ergonomique. Plus il sera beau et plus il sera efficace et plus le client sera tenté de vous rencontrer. Ensuite, l'objectif, et je pense le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'avoir un dossier de compétences qui est chronologique, structuré et complet, c'est-à-dire qui a le maximum de détails, dans lequel vous allez insérer pour chacune des missions ou chacun des projets sur lesquels vous êtes intervenu, à la fois le contexte fonctionnel, le contexte technique, quelle était l'ampleur du projet, par exemple le budget, etc. Quels étaient les objectifs de vos interventions et puis qu'est-ce que vous avez réalisé, quels ont été vos succès. Dans ce cas-là, c'est hyper important de ne pas hésiter à dire j'ai fait ça, parce qu'en fait, c'est vous et vos compétences qui vont faire la différence. Et là, on ne parle pas d'un projet, on parle aussi de vos compétences, de vos capacités à faire chez le client. Et puis, donc un dossier de compétences complet, ce n'est pas un CV sur une page. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'avoir une première page assez générale sur laquelle vous allez y retrouver, vous allez y mettre tous les clients principaux avec lesquels vous avez travaillé, tout ce qui vous semble pertinent et important d'avoir en premier, les missions, enfin voilà, faire un petit descriptif, le type de mission que vous recherchez, les technologies et les outils que vous maîtrisez, votre niveau de seniorité aussi, vos passions, tout ce qui va faire
déjà sur la première page, on va avoir un premier aperçu de vous et pour ensuite aller plus dans le détail. Question qui intéresse tout le monde. Comment est-ce qu'on fixe son TGM, je pense. Pour ça, il y a différentes choses à prendre en compte. La première, ça va être de regarder ce qui se passe à côté, donc au niveau du marché. Donc là, il y a d'abord l'impact logistique, géographique, pardon. Entre un TGM à Paris ou un TGM en province, il va y avoir des différences. Et même au sein d'une région, par exemple entre Nantes et Rennes, on observe aussi des différences de TGM pratiqués selon la localisation. La deuxième chose, ça va être par rapport au type de client également. Entre un client côté industriel ou un client, on va dire, sur du cloud et des choses peut-être un peu plus à la mode, les TGM qui vont être permis ne seront pas les mêmes non plus. Et puis, vous pouvez également consulter pas mal de rapports sur tout ce qui va être moteur de recherche. Vous avez quand même pas mal d'accès à des informations aussi assez claires sur les TGM, que ce soit par région ou à l'échelle française ou par secteur. Par rapport au client, je vais parler du secteur d'activité, il y a également la taille du client. C'est-à-dire qu'entre un client de taille intermédiaire, une ETI ou alors une start-up, et un client grand compte, forcément, le budget possible ne sera pas le même. Donc les négociations de TGM avec le client seront différentes. Maintenant, une fois qu'on a regardé ce qui se passe à côté, il faut aussi regarder ce que vous pouvez proposer par rapport au projet du client. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont nécessiter un investissement assez fort de votre part, ou qui vont faire appel à des compétences qui sont peut-être rares sur le marché, que vous avez. Et donc là, il faut aussi jauger ce que vous allez proposer, donc la valeur ajoutée, pour fixer, majorer peut-être votre TGM. Et puis ce qui est assez important et qu'on oublie souvent quand on se lance dans l'activité en tant que freelance, ça va être de regarder un peu vos dépenses quotidiennes. C'est-à-dire que forcément vous allez avoir peut-être un accès internet, enfin, je pense, j'en suis sûr même, des logiciels, des locaux peut-être aussi à louer, des déplacements qui vont vous coûter. Et donc ça, il faut bien penser à l'intégrer dans vos charges. Et la dernière chose aussi à avoir en tête, c'est que lorsqu'on est freelance, il n'y a pas de congé payé par exemple. Donc ça veut dire que vous allez avoir des jours où vous ne travaillerez pas et ces jours ne seront pas rémunérés. Sachez également qu'il y a des clients où le nombre de jours prestés par an peut être limité. Donc ça, il faut également le prendre en compte et pouvoir, on va dire, harmoniser votre TGM, non pas par rapport à chaque journée que vous allez travailler, mais par rapport à l'année et au nombre total de jours que vous pourrez travailler. Ensuite, on va vous donner quelques petites règles. Voilà. En tout cas, c'est les conseils qu'on peut vous donner. Soyez toujours à l'écoute du marché. Regardez ce qui se passe ailleurs. Quand vous échangez, vous faites du networking avec d'autres freelances sur les mêmes activités ou même sur d'autres. Regardez un petit peu, échanger avec eux là-dessus. Voir ce qui se fait, est-ce qu'il y a eu des évolutions, etc. Ça va vous donner des indications aussi pour voir aussi. Le réseau est hyper important pour trouver. Des fois, il suffit de « Ah, je connais quelqu'un qui cherche » et voilà. Ayez un dossier de compétences, comme on disait, vraiment de qualité avec des références qui vont faire qu'on va donner des preuves aux clients de votre niveau de qualité. Soyez clair dans votre TJ dès le départ, annoncez-le, n'attendez pas plus tard parce que ça peut aussi décourager. Hop, on pensait que c'était bon, finalement le TJM ça convient pas. Donc soyez le plus clair dès le départ. Et puis ensuite, le mieux à faire, c'est d'avoir des recommandations de vos anciens clients ou de personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Ça va aussi permettre d'appuyer votre candidature chez les clients ou dans votre proposition commerciale. Quand c'est nécessaire et justifié, n'ayez pas peur de vous vendre. En fait, voilà, vous valez le prix que vous aurez déterminé. Donc là-dessus, il faut être hyper à l'aise dessus et ne pas accepter de non plus trop renier sur ce qu'on s'était dit dès le départ, parce que déjà en termes de fiabilité, ça va avoir un impact sur l'avis que les clients auront de vous, mais aussi voilà, vous avez déterminé votre prix, soyez-en sûrs et soyez sûrs de ça. Et puis enfin, en fait, vous vendez pas un produit, mais vous vendez votre compétence. Donc, faut pas hésiter non plus à aller négocier, à se vendre. En fait, là, faut vraiment être hyper en phase avec ça. Donc une fois qu'on a son TGM, qu'on sait à peu près ce qu'on veut faire comme type de mission, bon reste à la trouver quand même. Et pour ça, vous avez différentes solutions. Soit vous y allez à la force de vos bras. Donc pour ça, il y a différents outils. LinkedIn, par exemple, où vous pourrez filtrer par localisation, par type de client, ce que vous souhaiterez comme type de mission, et donc trouver les offres disponibles.
voilà, Google aussi, ou même d'autres moteurs de recherche peuvent marcher également. Donc là, ça demande du temps, ça demande de l'organisation et ça demande aussi de se renseigner un petit peu pour vraiment avoir des filtres qui sont efficaces sur les missions. Autrement, on peut décider d'avancer ensemble. Et donc pour ça, vous avez soit des partenaires, soit votre réseau. Donc par exemple, en termes de partenaires, il y a des plateformes qui peuvent vous proposer différentes missions auprès de clients, que ce soit des PME, des ETI ou des clients grands comptes. Des programmes de parrainage aussi qui peuvent parfois être intéressants et qui peuvent justement, dernière chose, vous connecter un peu plus à votre réseau. Ce qu'on oublie souvent, mais vous avez tous, à travers votre carrière, je pense, rencontré beaucoup de personnes qui sont parties dans d'autres entreprises, qui ont d'autres réseaux aussi. Et finalement, en sollicitant via LinkedIn ou même un petit coup de fil, votre ancien collègue, peut-être que vous aurez une mission à la clé dans un contexte que vous connaissez déjà avec ce réseau. Et ça vous rassurera et puis au moins vous saurez où vous mettrez les pieds. Ensuite, une fois qu'on a son réseau et qu'on a identifié des missions, voilà, on y répond. Il y a tout un accompagnement, voilà, on en a parlé. Ce qui est aussi très important, c'est qu'une fois qu'on a un petit peu convaincu le client, il faut finir de le convaincre complètement. En général, vous avez un entretien commercial qui a lieu, qui s'opère. La première chose, c'est de venir en se renseignant sur l'entreprise, sur son activité, voilà, ses grands temps forts de l'année, ses succès, mais aussi ses échecs, sa localisation, tout ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise quand vous allez arriver à l'entretien. Là-dessus, voilà, je pense que c'est la même réflexion que quand on fait un entretien d'embauche pour le coup. Donc là, voilà, première étape, se renseigner sur l'entreprise. Ensuite, l'interlocuteur avec lequel vous allez échanger, si vous le pouvez, informez-vous aussi sur lui. Qui est-il? Quel est son nom? Quel est son poste au sein de l'entreprise? Potentiellement, si vous avez la possibilité de le savoir, quelles sont ses activités? Quel est son contexte d'équipe? Est-ce que ce sera lui, votre interlocuteur principal ou pas? Et puis, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de venir, donc prêt à venir vous présenter et à venir parler de vous, mais surtout à préparer quelques questions. Il n'y a absolument rien de pire que est-ce que vous avez des questions et finalement il n'y en a pas et donc du coup on reste un peu sur sa faim. Bon, bah merci. Donc voilà, ayez des questions, même si c'est des questions lambda, ayez en tête déjà, comme ça vous êtes prêts et puis eux au moins ils auront l'impression que vous vous êtes intéressé à leur projet et donc ça peut aussi créer du dialogue, de la sympathie et ça peut être le tournant aussi d'un entretien par rapport à d'autres candidats en face de vous. Par exemple, pour venir prêt au mieux, vous pouvez aussi faire des petits tableaux, vous préparer quelles étaient vos missions, vos compétences, justifier et savoir comment vous allez mettre en avant vos arguments avec des exemples toujours. Voilà, ça peut être des petits tableaux comme ça. Voilà, chacun ses exercices, c'est quelque chose qu'on vous propose. Mais voilà, mettez ça en avant. Ensuite, dans l'entretien, il va y avoir 2 phases de présentation qu'il faut bien distinguer. En général, il y a un tour de table où parfois ça arrive que lorsqu'on n'est pas forcément à l'aise, on est stressé, on se présente, mais comme on le ferait en 8-10 minutes d'une traite, c'est pas forcément agréable pour le client en face. Donc le mieux c'est de se préparer, vraiment distinguer le premier temps de présentation qui va être un temps en 30-45 secondes sur qui vous êtes, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous faites ici en fait concrètement. Comme ça le client a vraiment un premier aperçu de qui vous êtes. Ensuite, en général, le client va présenter sa mission. Là, vous aurez les différentes questions à poser. Et comme l'a dit Vanessa, il faut absolument en poser. C'est une question aussi d'image et d'intérêt pour la mission. Et enfin, il y aura un dernier temps qui sera le temps de présentation de votre parcours. Cette fois-ci, de manière beaucoup plus détaillée. En général, on fait entre 5 et 10 minutes avec des questions de la part du client sur ce que vous avez fait et éventuellement vous challenger. Pour cette présentation un peu plus structurée, il y a plein de méthodes qui existent, plein d'acronymes, vous pourrez en retrouver sur Internet. Là j'en ai mis 2 par exemple, donc CAR c'est contexte, action, résultat. Voilà, l'idée c'est de prendre chacune de vos expériences et de les structurer de cette manière-là. L'autre c'est sacré, donc là c'est pour qui vous avez travaillé, parce que souvent vous avez des clients qui sont peut-être pas forcément connus. Le souci c'est que si vous en parlez, vous les connaissez, mais nous on les connaît pas, donc derrière le client n'arrive pas à se projeter. Donc voilà, distinguer vraiment la société, l'activité
de cette société, le contexte derrière d'intervention. Est-ce que c'était pour un remplacement? Est-ce que c'était pour un projet spécifique? Quelle envergure il pouvait avoir? Également les résultats que vous avez eus par rapport à vos actions, et le E pour environnement technique, on y pense, mais également l'environnement fonctionnel, puisque souvent on oublie de parler aussi des collègues qu'on avait, des équipes qu'on avait et de comment les structurer. Pourtant c'est important aussi pour un client de se projeter avec vous sur le plan humain. Et ensuite, comment réussir? Vous avez aujourd'hui des acteurs qui peuvent vous accompagner là-dessus. Il y aura forcément des moments où vous pourrez aller travailler directement avec des clients, et puis il y aura d'autres fois où le service achat, les risques de taux de dépendance et tout ce qui est risques légaux feront que vous aurez un stop en face de vous. Donc là-dessus, vous avez des plateformes comme nous qui existent pour pouvoir vous accompagner là-dessus. Donc nous, on part du principe que demain, le monde du travail tel que l'on le connaît, avec le CDI comme la norme, va disparaître et va évoluer vers une entreprise plus étendue avec des intervenants externes et avec des internes qui collaborent au quotidien. Donc voilà, donc nous on veut accompagner ce nouveau monde du travail. On est aujourd'hui une plateforme et un point d'accès unique entre les clients et les freelances qui souhaitent collaborer ensemble via notre marketplace. Alors quelques chiffres, je vous les mets tous, je ne vais pas revenir dessus. Parce qu'effectivement l'Italy Connection c'est présent en France mais aussi à l'international, et il y a quand même beaucoup de références grands clients, beaucoup de missions, mais ce qui va être intéressant je pense ici c'est plus au niveau local. Donc il faut savoir qu'on travaille aussi bien sur Nantes que sur Rennes ou Niort pour les villes à proximité, mais également la périphérie où je vais inclure par exemple La Roche-sur-Yon ou Carquefou. Donc voilà, il y a quand même un réseau, un maillage territorial. Ça va être environ 500 missions sur cette zone et des clients très diversifiés, on y reviendra rapidement après, mais aussi bien dans le secteur assurantiel, bancaire, le cloud, l'industrie, le retail. Donc voilà, des acteurs assez intéressants aussi pour vous. Et effectivement, je reprends la main sur ça. En termes de secteur, historiquement, effectivement, on a un ancrage qui est autour de l'IT, que ce soit dans le développement, donc côté plutôt MOE ou dans les profils plutôt AMOA, dans l'accompagnement tel la chefferie de projet. Mais on ne s'arrête pas uniquement à ça, on a aussi pas mal de missions autour du digital, du marketing digital par exemple, de la R&D, dans l'ingénierie aussi avec des acteurs automobiles, dans le design automobile pour donner un exemple, donc ça peut être assez large, et également dans des activités qui sont naissantes comme autour de la RSE, avec des activités autour de la fresque du climat ou les bilans carbone. Donc du coup, juste pour vous résumer, donc Little Big Connection, c'est une plateforme qui est gratuite sur laquelle vous pouvez venir vous inscrire. Vous avez la possibilité d'y créer votre compte et en fait de faire un miroir de vos activités. Vous verrez, c'est assez ergonomique. Là-dessus, vous pouvez y trouver vos nouveaux clients. Vous avez accès, une fois que vous avez tout complété, à un ensemble de missions proposées par des clients avec lesquels on a des contrats cadres et avec lesquels on collabore quotidiennement. Une fois cela, vous avez aussi la possibilité de gérer depuis cette même plateforme votre mission une fois qu'elle est démarrée, et également de piloter tout le cycle de vie de votre mission, en fait, du premier jour jusqu'au dernier jour de facturation. Donc du coup, le petit coup de pouce pour votre développement, c'est qu'on va vous proposer des missions directement. Il n'y a pas de, entre guillemets, il va y avoir un coût avec nous dès lors qu'on va démarrer. Il va y avoir un taux d'intermédiation, mais tant que vous aurez envie de proposer vos compétences à des clients, c'est illimité, il n'y a pas de coût là-dessus. La plateforme, elle évolue en permanence, que ce soit sur le type d'activité que l'on a, mais aussi sur l'évolution de la plateforme en elle-même. Celle qu'on a connue il y a quelques temps n'est plus la même, elle évolue en permanence. On prend aussi beaucoup en compte le retour des prestataires et surtout des freelances, ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir davantage sur la plateforme, etc. De manière à ce que ce soit un outil qui soit quotidien pour vous dans votre recherche de prestations et de missions en tout cas. Et puis ensuite, on assure un suivi. Voilà, on est toujours disponible. On a aujourd'hui des personnes qui sont en charge de développer la communauté freelance, qui organisent des événements quotidiennement, etc. De manière à ce que vous vous sentiez le plus proche et que vous n'ayez pas seulement la pression d'être avec une plateforme qui va juste vous permettre de contractualiser. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est freelance, c'est hyper sympa, mais ce qui nous manque en premier, c'est le lien avec
c'est ce qu'on avait comme collègues avant. Donc voilà, on essaye de recréer en tout cas un système de communauté avec les freelances. Et puis, en fait, sur la plateforme aussi, on peut aussi valoriser ces missions. On peut aussi pouvoir mettre en avant d'autres clients avec lesquels on a déjà collaboré. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Et le but, c'est que ce soit le plus simple pour vous. Donc voilà, on vous aide aussi sur la facturation. Vraiment, on se charge de tout, de bout en bout, du premier jour jusqu'au dernier jour de facturation. Alors, les clients, on y revient. Là, vous avez des clients qui sont internationaux, entre guillemets. Vous en connaissez peut-être quelques-uns qui sont ancrés localement. Je pense à Solocal, qui sont sur le salon aujourd'hui. Au-delà de ça, pour vraiment faire un focus spécifique, dans la région, vous allez retrouver en termes de clients qui ont un volume de prestations assez intéressant, des clients comme La Poste, Banque Postale, également des acteurs du secteur public comme les ministères, acteurs bancaires, acteurs assurantiels, l'industrie, le retail et puis des acteurs du cloud comme je pouvais l'évoquer. Donc je pense notamment à OVH qui peut être présent aussi bien à Nantes qu'à Rennes. Donc c'est toute cette foule d'acteurs qui pourront demain peut-être avoir des recherches qui correspondront à vos profils. Et puis, comme on vous le disait, en fait, on essaye de vraiment créer des programmes de parrainage, des programmes d'ambassadeurs. On a négocié avec certains partenaires des avantages pour les freelances, notamment sur la RC Pro, sur des banques. Voilà, on essaye d'optimiser et de simplifier votre vie en tant que freelance, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a parfois des difficultés avec les banques quand on veut faire un investissement immobilier au démarrage. Voilà, donc l'idée, c'est de continuer et de contribuer à cette facilitation et à la vie d'un freelance dans le monde du travail dans lequel on est aujourd'hui. Et puis les événements, donc Vanessa en parlait, quand on est freelance, on se retrouve parfois un peu esselé. Donc l'idée, nous, c'est qu'on a effectivement aussi des événements aussi bien en virtuel qu'en physique, qu'on va pouvoir organiser avec les freelances. Alors des événements qui peuvent être à l'échelle nationale, mais évidemment à l'échelle locale. Donc on organise régulièrement des after-work ou alors des petites conférences avec notre communauté freelance, donc par exemple à Niort, comme ça a été fait assez récemment. Ou aujourd'hui, par exemple, sur le salon, voilà, on a aussi quelques partenaires freelance voilà, qui sont venus nous rendre visite, donc avec qui on peut aussi échanger. Donc ça fait plaisir. Et enfin, juste pour terminer, donc on a un groupe freelance sur LinkedIn, donc on vous invite à vous y inscrire. On y publie des appels d'offres que l'on a, des missions, mais aussi de la documentation et tout ce qui fait que la vie des freelances peut être facilitée. On publie des études aussi sur le marché, sur le monde de la prestation externe, tout ce qui va pouvoir être intéressant dans votre vie quotidienne. Et on peut passer aux questions. J'espère que vous en avez et que vous avez retenu. Toujours préparé 2-3 questions. Bonjour, merci. Je me demandais si on facture à peu près une journée à 300 € pour l'entreprise. Nous, à la fin, on touche à peu près combien? C'est-à-dire, il y a combien en pourcentage de taxes et de frais qui sont déduits? Alors, bonjour. En fait, ça va dépendre. Le taux d'intermédiation, il est négocié avec les clients. En fait, on négocie on signe des contrats cadres pour pouvoir travailler avec eux et vous permettre de le faire. Et on négocie avec eux des taux d'intermédiation. Donc, en gros, l'idée, c'est surtout de se dire que vous, votre TJM, l'idée, c'est pas d'aller rogner là-dessus, mais plutôt d'ajouter à votre TJ le taux d'intermédiation pour aller vendre chez le client. Voilà. Et on a des taux d'intermédiation qui sont négociés par client. Donc, c'est un peu difficile de donner un chiffre, mais... Deux choses peut-être à rajouter. La première, c'est que l'inscription plateforme est gratuite et en fait, quand vous postulez sur une mission potentielle, vous allez avoir votre proposition de TGM et systématiquement, vous aurez le TGM client qui sera facturé. Donc, il y a une transparence sur les frais d'intermédiation qui vous sont visibles. Et donc ça, c'est avant de contractualiser sur une mission. Et la deuxième chose, c'est qu'il peut également, effectivement, selon les clients, avoir des frais d'intermédiation qui vont être différents. Donc ça dépend du client et ça dépend également aussi du modèle, à savoir est-ce que vous trouvez une mission en fait par notre intermédiaire ou est-ce que nous on va être simplement un levier contractuel au niveau des achats, ça arrive aussi. Donc en fait selon l'activité qui aura été faite, ces frais d'intermédiation peuvent être aussi diminués ou majorés. Donc voilà, ça dépend du contexte. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Alors, je
précise juste que si vous voulez avoir plus d'infos et poser des questions, on va dire avec plus de discrétion, on est présent sur le stand 137, si j'ai pas de bêtises, hein, c'est bien celui-là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou nous revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.